Bien, bon après-midi à tous. Je voudrais commencer par remercier les membres du jury des Grandes Avancées d'avoir sélectionné le travail de Nicolas. C'est une vraie joie et un honneur d'avoir été convié aujourd'hui à introduire Nicolas et plus généralement évidemment tout le travail formidable des membres de mon équipe. Ils sont tous venus en masse par là-bas pour soutenir Nicolas, donc c'est vraiment super, on est très très contents. Donc nous travaillons sur le développement embryonnaire, c'est-à-dire le procédé par lequel un œuf ou une cellule fertilisée va se diviser en 2, puis 4, puis 8 cellules, etc., pour finir par former un embryon composé de 3 feuillets, puis un fœtus dans lequel se développent les organes, et finalement un individu, comme un oiseau, qui est capable de survivre dans son environnement. Et l'un des éléments clés du développement de l'embryon, c'est le positionnement précis des organes dans l'embryon. Il y a des caractères pour lesquels ce positionnement revêt une dimension assez fascinante. Il s'agit des motifs périodiques. Ce sont des caractères qui sont répétés à la surface du corps. La plupart des animaux en sont dotés. Pour certains, c'est évident. Vous voyez qu'il y a des domaines de pigments qui forment des rayures ou des taches de pigmentation. Et puis pour d'autres, c'est un peu plus discret, comme la distribution spatiale des poils épaissis à la surface du dos d'un hérisson. Donc ça fait une centaine d'années maintenant que les scientifiques se demandent comment se forment ces motifs périodiques. Et ce qu'on sait, c'est que pour un motif donné, comme des zébrures, tout commence par le développement d'un tissu homogène, initialement, qui va acquérir une information dite de position, c'est-à-dire qui donne des coordonnées selon les axes du corps à ce tissu. Les cellules du tissu réagissent en adoptant des destins différents. Donc ici, j'ai représenté des rangées de cellules qui adoptent un destin noir, d'autres qui adoptent un destin blanc, en fonction de la quantité d'informations qu'elles reçoivent. Donc ce choix de destin crée ce qu'on appelle une empreinte embryonnaire du futur motif. Quand cette empreinte embryonnaire varie, on a une variation dans les motifs résultants. Donc la grande question à laquelle nous nous intéressons au laboratoire est la suivante: comment se forment et évoluent les motifs périodiques? Alors il y a deux grandes théories qui sont très souvent opposées dans le domaine. La première, dite d'instruction, veut que l'information de position est procurée de façon externe par une source voisine. Elle va diffuser depuis la source et les cellules vont réagir en fonction de leur distance par rapport à la source. Donc ça va donner un motif avec des domaines. Alors j'ai représenté un drapeau français, ça n'est pas par chauvinisme, c'est tout simplement parce que c'est un modèle qui a été appelé le French Flag Model, qui a été proposé par Lewis Wolpert et qui a été validé plusieurs fois, notamment dans l'embryon de Drosophile. La seconde théorie s'appelle auto-organisation. Dans ce cas, l'information de position, elle est intrinsèque au tissu, elle apparaît de façon aléatoire et spontanée, et elle s'étend, elle s'organise par elle-même pour former des motifs différents, comme par exemple ici des rayures longitudinales. Donc cette théorie d'auto-organisation a été formulée la première fois par Alan Turing, célèbre mathématicien, qui a créé le modèle du même nom. Il existe aujourd'hui beaucoup d'autres modèles d'auto-organisation, et tous, lorsqu'on les simule par ordinateur, on peut obtenir un résultat visuel qui ressemble à des motifs périodiques que l'on voit dans les animaux sauvages. Donc deux grandes théories, souvent opposées, rarement validées biologiquement. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile d'obtenir des spécimens embryonnaires pour des animaux qui possèdent des motifs. Aller mettre les mains facilement sur un embryon de zèbre ou un embryon de léopard. Donc, pour contourner ce problème, nous utilisons, comme vous l'avez mentionné, les oiseaux. Les juvéniles de certaines espèces possèdent des rayures dans le dos, donc des motifs périodiques. Et puis on a un accès facile aux embryons par la collecte d'œufs fertilisés. Et la seconde grande problématique, c'est d'identifier la nature de l'information de position dans un tissu qui est homogène, donc en absence totale de référence spatiale. Pour contourner ce problème, au lieu d'utiliser un seul oiseau, nous en comparons plusieurs. Notre idée, c'est que nous pouvons alors identifier des différences, donc ce qui résulte de la variation dans l'empreinte embryonnaire, mais aussi et surtout des points communs entre tous ces motifs périodiques. Et donc, s'ils sont communs, ils sont certainement conservés et donc peut-être proviennent d'événements précoces contribuant à la mise en place de l'information de position. Donc, pour faire court, nous utilisons la variation naturelle comme outil prédictif pour faire de la biologie du développement.
Alors, comment se forment ces rayures chez les oiseaux? C'est un projet qui a été porté donc par Nicolas Hoppé. J'ai mis cette image parce que je voulais montrer qu'on n'est pas toujours qu'à la paillasse dans mon labo. On a d'autres costumes d'apparat. Et donc voilà, je vais lui donner la parole dans un instant, mais je voulais simplement profiter de cette occasion pour féliciter Nicolas pour un travail qui a été absolument énorme. Il faut vraiment dire que c'est un projet qui, à la base, pour être honnête, était un petit peu conceptuellement fou et logistiquement surtout très compliqué à réaliser. Nicolas l'a réalisé avec brio, donc bravo pour ce travail. Et puis surtout, je voulais mentionner aussi le travail de Camille Currance, qui est étudiante en thèse au laboratoire et dont le concours a été nécessaire pour la réussite de ce projet. Voilà, à toi Nico. Donc, merci Marie pour cette introduction. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier l'Académie des sciences de m'avoir sélectionné pour ce prix. C'est vraiment un grand honneur d'être là aujourd'hui, de pouvoir présenter mes résultats. Et puis je trouve que parler de variations naturelles sous le portrait de Buffon, ça manque pas de sel, donc c'est super. Donc, comme l'a dit Marie, je me suis intéressé à une espèce d'oiseaux qui sont les galliformes. On appelle ces oiseaux communément la volaille. Et je m'y suis intéressé car ils ont des motifs périodiques dans le dos. Et la volaille, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une grande passion française. Quasiment tout le monde en possède chez soi, ou au moins dans sa famille. Et on en élève pour tout un tas de raisons, que ce soit pour la chasse, pour l'ornement, pour la consommation. Et donc, pour récupérer tous ces spécimens que j'avais besoin pour cette étude, ce que j'ai eu à faire, c'est d'aller à la rencontre des éleveurs, un peu aux quatre coins de la France. Et grâce à tout ce travail de terrain, j'ai pu récolter environ une dizaine d'espèces différentes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats pour 5 d'entre elles, qui sont particulièrement représentatives de la diversité. Donc, elles s'appellent la caille du Japon, la perdrix rouge et la perdrix grise, le faisan commun et le faisan vénéré. Donc, sur ces 5 espèces, j'ai réalisé des préparations de peau dorsale. Donc, c'est les photos que vous voyez ici. La tête se trouve ici. Ici, nous avons les ailes et les pattes. Le dos est donc au milieu, et en réalisant des mesures sur ces peaux, j'ai pu établir des cartes de référence sur lesquelles j'ai reporté la position des plumes. Et en comparant ces cartes, je me suis aperçu que la position absolue de chacune des rayures entre les espèces était conservée, mais par contre, ce qui allait varier, c'est la largeur de chacune de ces rayures. Donc, pour comprendre comment ces rayures se forment au cours du développement, j'ai regardé l'expression de nombreux gènes, et parmi ceux que j'ai regardés, j'ai identifié un gène qui s'appelle agouti. Donc ici, nous avons des photographies d'embryons avant que les plumes commencent à pousser. Donc l'orientation est la même, les têtes sont ici, les pattes et les ailes sur cette ligne. Et grâce à une technique qui me permet de voir où est exprimé les gènes, eh bien, on peut voir que agouti est exprimé en bande longitudinale. Et de manière très remarquable, dans chacune de ces espèces, la position et la largeur des bandes agouties corrèlent avec la position et la largeur des bandes jaunes. Donc si je schématise ce résultat sur une coupe embryonnaire réalisée de manière transversale, c'est-à-dire dans cette direction, eh bien le tube neural, donc la future moelle épinière, est en vert, les somites de part et d'autre, dont je vais reparler dans 2 minutes, et l'embryon est recouvert en violet de la peau. Et cette peau, il existe dessus un domaine spécifique qui correspond à agouti. Et agouti, donc, corrèle parfaitement avec les futures positions des bandes, des rayures jaunes. Donc, agouti est l'empreinte embryonnaire des rayures jaunes. Donc maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'un agouti est impliqué dans la formation des bandes jaunes? Et pour étudier cette question, j'ai tiré parti de lignées de cailles mutantes. Donc ici, nous avons une caille sauvage avec sa carte de référence. Et ici, nous avons une photographie d'une caille mutante dans laquelle la concentration d'agouti est très fortement augmentée. Et on peut voir que le poussin est beaucoup plus jaune et que la largeur des rayures jaunes est augmentée. À l'inverse, dans des mutants dans lesquels la concentration d'agouti est diminuée, eh bien, le poussin est beaucoup plus noir et la largeur des rayures jaunes est fortement diminuée. Donc ces expériences montrent que agouti contrôle localement la largeur des bandes jaunes. Maintenant, ce que j'aimerais vous présenter, c'est expliquer pourquoi la position des rayures ne varie pas entre toutes les espèces que j'ai analysées. Et pour ça, j'ai utilisé une technique qui a été mise au point par Nicole Ledouarin et ses équipes dans les années 80, qui s'appelle la greffe Caille-Poule. Donc c'est vraiment un honneur de pouvoir présenter ici à l'Académie des sciences comment nous, au laboratoire, on a revisité cette technique.
Et cette technique, elle consiste en fait à prélever sur un embryon donneur, donc ici la caille du Japon, des tissus pour les greffer dans une deuxième espèce, qui va être l'espèce receveuse. On obtient alors une chimère, et cette chimère exprime au niveau de la greffe les caractéristiques du donneur, dans ce cas-ci les pigments noirs de la caille du Japon. Eh bien, nous, au laboratoire, on a revisité cette technique, mais en greffant des tissus provenant de la caille du Japon dans un faisant commun, car les deux espèces possèdent des rayures. Donc nous avons testé différents tissus, et notamment des greffes de somites. Alors, le somite est une structure embryonnaire transitoire qui va générer les os, le muscle, mais aussi le derme, qui est un élément important de la peau, comme vous le savez tous. Et ce qu'on a fait, donc on a prélevé des somites de la caille du Japon, qu'on a transféré dans un faisant commun, mais uniquement dans la partie droite, la partie gauche servant de contrôle. Donc, dans ces deux espèces, les embryons, juste avant la naissance, les plumes ont commencé à pousser, ce qui nous permet de comparer les couleurs et aussi de comparer avec le phénotype d'une chimère dont la zone de greffe a été représentée ici. Et pour faire cela, en fait, j'ai analysé plume par plume, en partant du milieu du dos jusque dans les domaines latéraux, quelle était l'implantation et les couleurs des plumes. Et ça donne le résultat suivant. Une caille du Japon présente, en partant du milieu du dos, 2 plumes noires, 3 plumes jaunes, 2 plumes noires, 1 plume jaune. Et un faisant commun présente 3 plumes noires et 7 plumes jaunes. Et une chimère, elle, du côté greffé, va présenter 2 plumes noires, 3 plumes jaunes, 2 plumes noires, 1 plume jaune, soit exactement le code couleur de la caille du Japon, alors que le côté contrôle présente 3 plumes noires et 7 plumes jaunes, soit le code couleur du faisant commun. Donc avec cette expérience de greffe, en greffant le somite, on a transféré le code couleur de la caille du Japon dans la peau du faisant commun, ce qui montre que le somite instruit la position des rayures. Donc, si je résume, la formation des rayures dorsales chez les galliformes implique un processus en 2 temps. Tout d'abord, il y a des instructions qui émanent du somite qui vont induire la position des rayures à certaines positions très conservées. Et dans un deuxième temps, la concentration d'agoutis va faire un contrôle local qui va redéfinir cette largeur des bandes jaunes. Donc bien que ça ne soit pas encore formellement démontré, nous ce qu'on pense au laboratoire, c'est que cette variation de la concentration d'agoutis pourrait être un moteur de l'évolution et qui expliquerait pourquoi entre les espèces la largeur des bandes jaunes varie. Et inversement, on pense que le somite, qui est une structure extrêmement précoce et très conservée au cours du développement, contraint l'évolution du motif et ça explique pourquoi les bandes ne changent pas de position. Donc, de ce travail, on a 2 grandes questions qu'on aimerait aborder et que j'aimerais souligner avec vous. La première, c'est est-ce que le mode d'action d'agoutis ici est de l'auto-organisation? Parce que si c'est le cas, ça voudrait dire que la formation des rayures résulte à la fois d'instruction et d'auto-organisation sur les 2 théories qui sont régulièrement opposées. Ici, elles agiraient de manière combinée. Et l'autre question qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut élargir donc, les résultats de formation des rayures chez la caille du Japon à d'autres espèces aviaires qui présentent une diversité beaucoup plus importante, comme ici un bébé émeu, voire à d'autres espèces de vertébrés, voire à des espèces qui ont des motifs périodiques différents, comme ici des rayures organisées orthogonalement. Voilà, donc je voudrais finir par remercier toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce travail, à commencer par Marie Manceau, qui est une scientifique et vraiment une directrice, un modèle vraiment à suivre. Voilà. Donc je la remercie vraiment. Je voudrais remercier tous les membres de l'équipe, tous les co-auteurs du papier, les éleveurs, et je voudrais vraiment souligner, comme l'a dit Marie, mais je voudrais vraiment le redire, le rôle fondamental de Camille, qui est ici, qui est vraiment la magicienne aux doigts magiques, qui m'a appris à réaliser les greffes, et sans qui ce projet aurait été vraiment très difficile à aboutir, à finir. Et je voudrais remercier donc les organismes qui nous financent, les tutelles qui nous hébergent, et comme on n'a pas souvent la chance de présenter devant sa famille, je voudrais les remercier de leur soutien, et tout particulièrement ma femme, pour sa patience, car c'est pas facile de vivre avec un chercheur. Voilà. Merci. Question aux chercheurs. Gérard Hort. Mettez votre haut-parleur.
Félicitations pour votre exposé. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur la protéine agouti, qui est l'acteur majeur de votre scénario? Oui, alors agouti, c'est une protéine qu'on connaît relativement bien. C'est un petit peptide signal qui va agir sur les mélanocytes. Donc les mélanocytes, ce sont les cellules qui produisent les pigments. En fait, quand il interagit avec les mélanocytes, agouti change la biochimie interne du mélanocyte qui va favoriser la production de pigments jaunes et non pas la production de pigments noirs. Par contre, au niveau de sa régulation, c'est une autre affaire. Voilà, on connaît beaucoup moins de choses. Merci. D'autres questions? Vous avez... Qu'est-ce qui explique les variations de largeur des bandes le long du corps, puisque les somites font à peu près toujours la même taille? Donc pourquoi il y a des bandes larges, des bandes étroites, des fusions? Qu'est-ce qui explique ce pattern qui est quand même pas toujours une seule bande, qui est juste au-dessus du somite? C'est plus complexe que ça dans ce que vous montrez. Donc, j'ai pas tout bien entendu, mais est-ce que... Pourquoi le pattern? Il n'y a pas qu'une seule bande, les somites sont assez homogènes le long de l'axe. Oui. Et donc pourquoi il y a des largeurs de bandes qui sont variables? Pourquoi il y a de nombres de bandes qui sont variables? Donc, pourquoi c'est différent entre les espèces? J'aimerais bien le montrer, mais vraiment ce qui va induire la différence de largeur de bande, c'est ce que j'ai montré avec les mutants, c'est la concentration d'agouti. Oui, c'est tout. Ouais. Non, d'accord. Et pour le nombre de bandes, en effet, là j'ai un modèle relativement simple où en effet il y a, en gros, pour faire simple, une bande jaune de chaque côté, mais il y a des espèces aviaires qui présentent beaucoup plus de bandes jaunes, il y a plus qu'une seule de chaque côté. Et ça, maintenant, c'est la deuxième étape. On voudrait montrer comment toutes ces bandes se forment. Une question là. Vous n'avez pas beaucoup parlé de migration cellulaire dans la régulation de ces processus. Alors, j'en ai pas parlé du tout, parce qu'on n'a pas du tout regardé, mais en effet, une des possibilités pour générer de l'auto-organisation des tissus, c'est la migration des cellules qui s'auto-organisent les unes entre elles. C'est d'ailleurs comme ça que le poisson zèbre réalise toutes ces bandes. Voilà, j'en ai pas parlé plus que ça, je ne l'ai pas regardé, et c'est un phénomène qui est possible en effet. C'est quoi vos projets à long terme? Donc, Vous voulez faire des poulets avec des plumes bizarres ou quoi? je pourrais déguiser un poulet en lion, je pense que j'aurai un certain succès sur le marché, mais non, ce qu'on veut vraiment faire à long terme, c'est démontrer la réaction diffusion comme Alan Turing l'avait imaginé, c'est-à-dire des molécules qui interagissent et qui organisent les tissus. Et ça, c'est une quête de longue date en biologie et je pense qu'on a un très bon modèle pour le montrer. Voilà. Parce qu'il y a aussi des animaux qui sont différents chez le mâle et la femelle. Donc vous allez jouer aussi là-dessus? Oui, alors là, je regarde... Non, justement, on regarde des juvéniles, donc avant le rôle des hormones qui vont avoir où la coloration va changer. Nous, on veut vraiment démontrer... On sait ça de l'évolution pour démontrer des processus développementaux. Donc vraiment, on choisit un moment clé où on va pouvoir regarder cette fenêtre et qu'est-ce qui se passe au cours du développement précoce. Pourquoi les mâles sont plus beaux que les femelles? Alors ça, c'est une question très très compliquée à répondre parce que c'est toujours très difficile d'associer une couleur, des motifs avec une fonction biologique. Bon, alors pour la reproduction, c'est plutôt bien démontré, donc j'imagine que c'est une histoire de faire la cour aux femelles, mais il y a peut-être d'autres raisons, je ne sais pas. Voilà. On va prendre la dernière question, Daniel Louvard. Oui, puisqu'on en est dans la science-fiction. Vous décrivez un contrôle de l'axe antéro-postérieur. Oui. Bon, il y a un autre axe qui est l'axe dorso-ventral. Oui. Alors, imaginons que vous placiez agouti sous le contrôle de gènes de promoteurs qui, eux, règlent l'axe dorso-ventral. Vous auriez des souris quadrillées, jaunes et noires. En gardant le premier. Pas des souris, pardon, des oiseaux. Voilà, parce qu'agouti est aussi exprimé chez la souris. Donc. Bon, alors non, c'est de la science-fiction, mais est-ce qu'on peut imaginer donc de contrôler l'orientation de ces bandes dans un axe différent? Ça revient à ça, plutôt que Oui, on peut l'imaginer. Pour ça, on aurait besoin de structures qui vont induire, en fait, qui vont servir le pré-pattern, cette fameuse empreinte embryonnaire, qui vont orienter au moins les tissus pour organiser ce second axe de coloration. Juste au passage, quand même, agouti aussi est exprimé dans le ventre. C'est ce qui explique pourquoi la plupart des animaux sont blancs sur le ventre et plus foncés sur le dos. Mais là, dans ce cas-ci, c'est juste une organisation sur toute la surface du corps. Uniforme. Donc voilà, exactement.
Il manque peut-être cette empreinte embryonnaire initiale. On va s'arrêter là, bravo.